plaisir de recevoir Liliane Thuram, qui va venir nous parler en particulier de son dernier livre, mais pas uniquement. Le dernier livre qui s'appelle donc La pensée blanche. Et nous allons pouvoir, dans un instant. Bonjour. Liliane Thuram, merci d'être avec nous à Gypsy. C'est un plaisir de se voir. Je dirais parce que vous avez toujours été un grand défenseur. Alors d'abord un défenseur dans le foot, puisque vous étiez à position de défenseur, et vous avez brillé, et vous êtes super connu pour ce passage qui reste dans les mémoires, mais aussi parce que vous êtes un défenseur de l'égalité, contre la discrimination, et vous avez donc créé une fondation dont j'aimerais que vous nous disiez quelques mots avant d'aborder, peut-être on va rester sur votre dernier livre qui est une quintessence un peu de votre réflexion sur la situation d'équilibre, de déséquilibre de la société. Écoutez, oui, j'ai créé cette fondation en 2008, lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone. J'ai créé cette fondation parce que trop souvent, on a l'impression que le racisme, le sexisme ou l'homophobie serait quelque chose de naturel. Et j'ai envie d'expliquer notamment aux jeunes que ce sont des constructions idéologiques, des constructions politiques, et qu'il y a une histoire, par exemple, du racisme, il y a une histoire du sexisme, et il faut apprendre à les connaître, parce que très souvent, on reproduit ces schémas-là par habitude, parce que de génération en génération, ces hiérarchies ont été acceptées, très peu discutées, et donc de façon inconsciente, on les reproduit dans nos façons de penser, de dire, de faire, et il faut sortir de ces schémas-là. Mais pour sortir de ces schémas-là, il faut prendre conscience qu'elles existent. Et donc, pratiquement, la fondation, vous faites... vous allez là où les jeunes sont? Ben écoutez, on va dans les écoles, effectivement, dans les universités, on met en place des expositions dans des musées. On a travaillé avec le musée du Quai Branly, où on a fait une exposition sur les zoos humains, parce que la grande majorité des personnes ne savent pas qu'en Europe, la première fois où on a vu des personnes noires, des personnes qui venaient d'Afrique, d'Océanie, des Amériques, ce sont dans des zoos. C'est très violent, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on les présentait comme des sauvages, des sous-hommes. Et donc ça a construit aussi un imaginaire. Par exemple, nous sommes allés à Cologne, je crois, de mémoire, pour préparer cette exposition. Et il y avait une porte pour rentrer dans les zoos. Et sur cette porte, on voyait des hommes et des animaux. C'est d'une violence totale, en fait. C'est-à-dire, c'était comme aujourd'hui, il y a des personnes qui vont visiter des zoos, mais à l'époque, eh ben, il y avait des hommes qui étaient présentés. À propos de la reproduction ou de la non-reproduction des schémas, il y a une diapositive là qu'on va nous passer et que j'aimerais que vous commentiez. Vous allez la reconnaître tout de suite. Si on pouvait avoir cette image. Ah, en fait, c'est une carte du monde. Que je présente aux enfants ou même aux adultes. Et très souvent, en fait, ils me disent elle est à l'envers. Et je leur dis non, c'est-à-dire que la Terre étant ronde, on peut la regarder dans n'importe quel sens. Ronde comme quoi déjà? Comme un ballon de foot. Voilà, c'est ça. Je reviens toujours au foot un petit peu. Et en fait, les enfants sont déstabilisés parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir cette projection. Et je leur dis, vous savez, la projection que nous avons l'habitude de voir, en fait, où est-ce qu'il y a l'Europe au centre, ne représente pas les vraies proportions selon les continents. C'est-à-dire que l'Europe est au centre, l'Europe est agrandie, l'Amérique du Nord est agrandie, et ce qui est incroyable, c'est que la Russie paraît plus grande que l'Afrique. Et donc, sur cette carte-là, il y a les vraies proportions selon les continents. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai montré cette carte à mes enfants, ils me disent, papa, elle n'est pas bonne la carte. Je dis, mais pourquoi? Mais il n'y a pas la France. Effectivement, si vous connaissez la carte traditionnelle, en règle générale, la France est au centre. Et donc, ça permet de questionner le point de vue. Et très souvent, on ne se rend pas compte qu'effectivement, sous les yeux, parfois, nous avons été conditionnés à voir les choses dans une direction, et parfois, ce n'est pas la meilleure des directions. Alors vous dites, dans le dernier livre qui vient de sortir, chez Philippe Ray, la pensée blanche n'est pas la pigmentation de la peau.
En fait, je dis que la pensée blanche est une pensée monde, et peu importe votre couleur de peau, vous avez intégré l'idée qu'être blanc, c'est mieux. C'est-à-dire que moi, je suis des Antilles. La génération de ma maman, par exemple, lorsqu'elle était plus jeune, on lui disait qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire, pour avoir un enfant qui aurait la peau échappée du noir, la peau moins noire. C'est-à-dire qu'en Afrique, en Asie, en Inde, très souvent, les femmes se blanchissent la peau parce que c'est signe de beauté. Il y a des expériences qui sont menées, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, où on présente une poupée noire ou une poupée blanche. On va demander aux enfants quelle est la poupée la plus gentille, la plus méchante, la plus belle. Et on voit que tout ce qui est positif est mis sur la poupée blanche, tout ce qui est négatif sur la poupée noire. Et lorsqu'on demande aux enfants, vous ressemblez à quelle poupée? Et tout d'un coup, ils montrent la poupée noire. Ça veut dire qu'en fait, chacun de nous, malheureusement, nous sommes éduqués à intégrer l'idée qu'être blanc serait mieux. Et donc, en fait, c'est pour cela qu'il faut questionner. Vous citez d'ailleurs un essayiste britannique qui s'appelle Reni Eddo-Lodge et qui a dit « Leur couleur de peau, celle des blancs, est la norme et toutes les autres sont un écart par rapport à elle. » Autrement dit, c'est la couleur blanche finalement qui définit la normalité. Effectivement, par exemple, dans le livre aussi, je raconte mon appel à mon meilleur ami d'enfance, oui, qui s'appelle Franck. Et je lui dis, Franck, dis-moi, j'aimerais te poser une question. Je suis noir? Il me dit, ouais. Je lui dis, mais toi, tu es de quelle couleur? Il me dit, je suis normal. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. Mais en même temps, c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, par exemple, jusque dans les années 1950 en France, on apprenait dans les écoles qu'il y avait une race supérieure qui était la race blanche. Donc on a construit une norme. Et cette hiérarchie selon la couleur de la peau date de plusieurs siècles. Et donc, si vous n'avez pas conscience, si vous ne questionnez jamais ces identités liées à la couleur de la peau, vous ne pouvez pas la remettre en cause. Ça, j'entends bien. D'un autre côté, je me demande, par exemple, quand on dit la peau blanche, il y a aussi des subdivisions qui sont faites par certains par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la peau blanche, ou à l'intérieur d'ailleurs de la peau noire, il y a aussi des oppositions qui se font. C'est-à-dire il y a d'une part ces deux grands blocs, enfin, que vous décrivez fort justement, mais il y a aussi des subdivisions. Mais par exemple, moi, quand vous êtes aux Antilles, effectivement, c'est-à-dire qu'aux Antilles, il y a des termes qui va emmener à classifier les gens selon la couleur de la peau. C'est-à-dire qu'il y aurait des chabins, d'accord? Les chabins, ce seraient ceux qui sont moins noirs, qui seraient plus clairs. Il y a les noirs, qui seraient ma couleur de peau. En fait, il y a des subdivisions, mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on dit noir ou blanc, qu'est-ce que ça veut dire être noir? Parce que Obama, c'est un métis, mais on dit qu'il est noir. Yannick Noah est métis, mais on dit qu'il est noir. En fait, souvent, être noir, c'est pas vraiment une couleur de peau bien déterminée. Être noir, ça veut dire qu'il y a un positionnement qui est le vôtre. Parce qu'en fait, les catégories liées à la couleur de la peau, effectivement, ce n'est pas une réalité. Très souvent, par exemple, je dis aux enfants, dans les écoles, lorsque je questionne sur la couleur de peau, je demande aux enfants, dites-moi qui est blanc ou blanche dans la classe? Et les enfants, ils lèvent la main. Je prends une feuille, je leur dis, mais elle est de quelle couleur cette feuille? Elle est blanche. Est-ce que vous êtes de la même couleur? Non. Pourquoi vous dites que vous êtes blanc ou blanche alors? Et là, il y a un silence. Les enfants, ils finissent par me dire, mais par habitude. En fait, ce sont ces habitudes que nous devons questionner. Et l'invitation de ce livre, en tout cas, c'est prendre conscience que l'histoire nous a enfermés dans des catégories liées à la couleur de peau. Et il faut avoir cette intelligence, grandir pour sortir de ces prisons identitaires, pour se voir comme des êtres humains avant tout. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on construit des catégories, c'est pas anodin. C'est-à-dire la plus grande hiérarchie qui existe dans notre société, c'est la hiérarchie entre les hommes et les femmes. On a créé des catégories et on finit par oublier que la femme, avant d'être femme, c'est un être humain. Et nous, les hommes, très souvent, on ne questionne pas ce que c'est être homme, puisque nous sommes supposés être la norme. Et donc, c'est sortir de ces normes pour effectivement voir que tout est construction. Et les constructions, c'est pas anodin. Ça remet en place des hiérarchies.
Non, ce que je voulais dire, en fait, c'était qu'à l'intérieur du blanc, bien sûr qu'il y a des variations, mais c'était pas ça, c'était qu'il y a des exploités et des non exploités. Il y a des gens qui, blancs, enfin, je pense particulièrement à la Shoah ou les Roms, qui ont une autre couleur, effectivement. Mais enfin, je veux dire qu'il y a des subdivisions à l'intérieur. Ça résume énormément de choses, mais ça ne résume pas tout. Ah non, mais ça, effectivement, mais par exemple, c'est très intéressant, par exemple, quand vous parlez de la Shoah. C'est-à-dire qu'on a construit aussi l'idée que la catégorie juive n'était pas comme les hommes. C'est-à-dire, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est jamais anodin lorsqu'on construit des nous et des eux. Parce que pour dominer, pour exploiter, pour massacrer, il faut exclure certaines personnes de l'espèce humaine. Ils ne sont pas comme nous. Et lorsque vous regardez l'histoire du racisme, c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné une minorité de gens qui ont construit la division des êtres humains par race. Parce que lorsqu'on parle de la Shoah, c'est aussi cette construction. C'est une construction. C'est-à-dire que la race aryenne est une construction. Et c'est une construction qu'on peut retrouver, par exemple, dans le livre de Gobineau. C'est-à-dire que très souvent, on pourrait croire que c'est le nazisme qui a construit cette idée de race aryenne. Non. Ça a été construit, exactement, ça a été construit dans la même période où on a racialisé les gens selon la couleur de la peau et où on a expliqué que selon votre couleur de peau, vous avez des qualités ou non. Il y a une chose que vous affirmez de façon très, très importante, à mon avis, c'est qu'on ne naît pas raciste, on le devient. Et la question que je voudrais vous poser, c'est finalement, quels sont les déterminants de ce devenir ? Sont-ils économiques ? Sont-ils intellectuels ? Sont-ils politiques ? Mais c'est un peu de tout ça, c'est surtout par habitude. Par exemple, lorsque vous discutez avec des enfants de très bas âge, vous allez voir qu'ils n'utilisent pas les catégories liées à la couleur de la peau. Il n'y a pas noir-blanc. Moi, je me souviens très bien, un jour, je discute avec mon deuxième fils, qui est Fred, il avait 4-5 ans. Je lui dis, mon amour, dis-moi, tu es le seul petit garçon noir de ta classe ? Et il me regarde et me dit, bah, papa, je ne suis pas noir. Je lui dis, ah bon ? Bah, je suis marron. Je dis, ah bon ? Et les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur ? Il me dit, bah, ils sont roses. En fait, si vous voulez, encore une fois, on devient raciste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une histoire du racisme. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes. Et c'est de façon inconsciente que vous allez intégrer certains discours. C'est exactement la même chose sur le sexisme. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes, des façons de faire, et tout d'un coup... C'est amusant parce que vous rejoignez exactement une remarque qui vient de nous être faite par un participant nantais au colloque. Ma fille, quand elle était petite, à qui des copains disaient qu'elle était blanche, entre parenthèses, nous vivions à La Réunion, répondait « je suis pas blanche, je suis beige ». Ben voilà, donc en fait ce sont nous les adultes qui reproduisons ces schémas. Et en fait, tout est dans le discours qu'on entend. Le discours qui est lié au passé, mais le discours qui se construit encore aujourd'hui. Alors justement, sur aujourd'hui, puisqu'on est vraiment dans l'actualité, on peut dire, enfin on a toujours été, hein, mais là c'est un peu aigu, quelle est votre position par rapport aux statistiques ethniques ? Moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant puisque ça nous donnerait une photographie de la réalité d'une situation. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, tiens, il y a tant de personnes non blanches, tant de personnes blanches, pourquoi c'est ainsi ? Parce qu'effectivement, il faut prendre conscience que la couleur de votre peau détermine beaucoup de choses. Parce que parfois, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire, prenons l'exemple de l'espace public. L'espace public n'est pas vécu de la même façon selon votre couleur de peau. Le rapport que vous pouvez avoir avec la police n'est pas la même selon votre couleur de peau. Donc ça veut dire qu'en fait, l'État n'a pas le même comportement selon votre couleur de peau. Et donc, il faut prendre conscience de cela. Et dire cela, c'est juste pour pouvoir avancer. Pour pouvoir dire, ah ouais, j'avais jamais perçu ça. La capuche. Parlez-nous de la capuche. Effectivement, je raconte dans le livre quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, avec des amis, qu'on se promenait tranquillement, le fait de mettre
notre capuche, on voyait le regard des gens changer. Et si vous prenez des jeunes garçons blancs qui mettent une capuche, ben, ça ne produit pas la même chose. Ou même, par exemple, le fait de courir dans la rue. C'est-à-dire, vous courez, vous êtes un groupe de jeunes non blancs qui courent dans la rue, eh ben, les gens vous regardent différemment, comme si vous aviez fait quelque chose. Ben, peut-être que vous êtes en train de courir juste pour rattraper le bus qui est en train de partir. En fait, moi, je pense que nous devons avoir le courage de comprendre qu'effectivement, nous sommes tous héritiers d'une histoire. Et dans cette histoire, malheureusement, il y a des hiérarchies selon la couleur de la peau. Comme je vous ai dit, nous sommes en France. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'en France, il y a eu des lois racistes. La plupart des gens ne sont pas conscients de ça. La plupart des gens ne connaissent pas le code noir, ne connaissent pas le code de l'indigénat. Mais je pense que si vous voulez comprendre le racisme, il faut comprendre l'histoire du racisme. C'est comme quand vous voulez comprendre le sexisme, il faut comprendre l'histoire du sexisme. Vous faites beaucoup de rapports d'ailleurs dans votre livre sur justement le comportement des hommes, femmes et blancs, noirs. Oui, moi ça m'a beaucoup frappé ça. Il y a vraiment un parallèle qui est fait à de nombreuses reprises entre ces deux situations-là. Oui, parce que c'est exactement le même mécanisme en fait. Ouais. C'est comment on construit des normes et comment les personnes qui sont supposées être la norme ne perçoivent pas certaines choses. Mais ce qui est normal, c'est-à-dire si vous ne vivez pas certaines choses, vous ne pouvez pas comprendre. Nous sommes dans l'actualité. Par exemple, on parle de violences policières. Mais depuis très longtemps, il y a des personnes qui dénoncent les violences policières. Pourtant, on ne les écoutait pas. Et c'est-à-dire que, comme aux États-Unis, comme en France, il faut une vidéo qui montre certaines violences pour qu'on puisse se dire « Ah oui, ça existe ». Ou pire encore, certaines personnes, même en France, pensaient que le racisme existait qu'aux États-Unis. Et je pense que ce qui est très compliqué pour un être humain, pour chacun d'entre nous, c'est se remettre en question. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, il y a une histoire racontée, il y a aussi des histoires vécues. Et ça, c'est très compliqué à essayer d'entamer une discussion, parce que le livre, justement, c'est entamer une discussion, pouvoir se dire, voilà, peut-être que nous devons réfléchir, nous devons grandir, et grandir, c'est se confronter à une histoire, se confronter à la réalité de ce qui est, pour pouvoir, encore une fois, sortir de ces catégories qui nous emprisonnent. D'ailleurs, votre livre, La pensée blanche, est très riche sur le plan de documents de réflexion historique. C'est vraiment, 1685, moi à l'école, je n'avais appris que la révocation de l'édit de Nantes. Ben exactement, c'est-à-dire que, vous savez, une fois j'ai été invité pour qu'on puisse parler dans un ministère du racisme. Et donc, je pose la question en disant, pour comprendre le racisme, il faut connaître le code noir. Est-ce que vous connaissez le code noir? Ben, personne ne connaissait le code noir. 1685. 1685. Mais et surtout, oui, mais le code noir, enfin, vous le dites bien dans le livre, il est complexe. Parce qu'on pourrait l'interpréter d'une certaine façon, parce qu'il y a des côtés qui sont mis en avant comme positifs. Protecteurs. Oui, protecteurs, en particulier pour la reconnaissance, la possibilité d'aller à l'église, enfin, non mais voilà, on va dire, voilà, on leur donne un statut de, c'est pas eux qui le prennent, mais on leur donne, bien entendu, c'est à discuter, mais voilà, il y a toutes ces... C'est intéressant parce que vous abordez les deux côtés, en montrant bien ce qui est principal. Oui, mais moi je pense encore une fois, nous devons avoir une analyse la plus intelligente de l'histoire, sachant que c'est pour avancer, pour comprendre. Voilà pourquoi il faut questionner les lois, parce que parfois les lois ne sont pas toujours justes en fait. Pourquoi il faut transgresser certaines habitudes, pour justement construire d'autres normes. Parce que, dans le livre, je le dis aussi, de tout temps, il y a toujours eu des hommes et des femmes pour questionner les injustices. Et les injustices se figent à travers les lois. Donc il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont dénoncé le code noir, dénoncé le code de l'indigénat, pour qu'on puisse construire une autre façon de penser l'égalité dans la société. Est-ce que ça passe par la Constitution, comme ça a eu lieu en 2016, et vous le rapportez dans le livre,
à Reims un camp d'été décolonial, comme on dit. C'est-à-dire, mais c'est surtout la question, est-ce qu'il est important que des non-blancs se réunissent entre eux pour analyser un certain nombre de choses, ou est-ce qu'il faut garder une ouverture avec toutes les couleurs, je dirais. Alors, dans le livre, j'explique que je ne partage pas cette idée-là, mais que cette façon de faire existe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est très compliqué. Parfois même, on essaie de vous dire que c'est illégitime de dénoncer les inégalités dans une société. Donc, si l'État vous dit que c'est délégitime de parler du racisme, de dénoncer le racisme, de mettre à nu en fait le racisme. Donc, certaines personnes sont dans l'obligation de discuter entre elles pour trouver des bonnes stratégies. Mais historiquement, vous savez, ça a toujours été fait comme ça, hein. Les femmes se sont réunies ensemble, certaines personnes qui étaient malades se sont réunies ensemble pour discuter, pour mettre des stratégies en place et surtout pour comprendre ce qui se passe. Vous savez, c'est pas parce que vous subissez le racisme que vous comprenez en fait ce qui se passe. Moi, j'ai compris pourquoi, parce que j'ai lu des choses, j'ai rencontré des gens, et lorsque vous prenez conscience et vous comprenez le mécanisme du racisme, vous n'en souffrez plus. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent, et la violence du racisme, c'est une violence existentielle, parce que on vous rappelle souvent que vous êtes illégitime. Et très souvent, ça touche quelque chose d'essentiel, l'estime de vous-même. Ça veut dire que déjà vous-même, peut-être que vous allez vous dire que vous n'êtes pas capable de. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait des rencontres, des discussions pour dire voilà, ce que tu vis, je te l'explique, ce n'est pas juste, et qu'est-ce qu'on va faire pour changer la société ? Vous dites d'ailleurs quelque chose qui m'a pas mal frappé, qu'en écrivant La pensée blanche, vous étiez vous-même extrêmement transgressif et que vous aviez même peur de réveiller cette violence. Effectivement, c'est vrai. Pourquoi ? L'histoire démontre très souvent que lorsque vous demandez à une société, à un groupe de changer, très souvent, on ne vous entend pas. Et l'histoire de l'égalité, c'est l'histoire de Mandela. Mais Mandela, au départ, on l'a agressé. On a même dit de lui qu'il était raciste anti-blanc. Martin Luther King, c'est exactement la même chose. Rosa Parks, c'est la même chose, elle a été en prison. En fait, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que lorsque vous intervenez et vous demandez à n'importe quel groupe un changement, la première fois, on vous écoute, la deuxième fois un peu moins, la troisième fois, on dit « mais attendez, mais qu'est-ce qu'il veut ?» Ça, c'est dans n'importe quel corps de métier. Et donc, lorsque vous amenez une nouveauté, parfois, cette nouveauté n'est pas acceptée. Parce qu'en règle générale, c'est toujours une minorité de gens qui font changer. Et lorsqu'il y a eu changement, tous les gens se disent ben, c'était une évidence qu'il fallait changer. Mais est-ce que dans ce sens-là, vous seriez, comme par rapport aux femmes, puisque vous faites beaucoup référence à ça, plutôt favorable à des quotas ? Alors, si on n'est pas favorable aux quotas, ça veut dire qu'on voudrait que les choses restent en état. Ou bien se fasse naturellement. Voilà. On peut rêver. La vitesse de la En fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut changer le regard. C'est-à-dire que si on est contre les quotas, c'est qu'on veut que les choses restent en état. Si on veut que les choses restent en état, on sait que les choses ne vont pas beaucoup changer. Et je pense que c'est tout à fait légitime de se poser la question. Parce que très souvent, on ne se rend pas compte que lorsque on se retrouve dans des schémas où il y a énormément d'hommes. C'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont été choisis parce qu'ils sont hommes. Donc ça veut dire faire des quotas, c'est choisir des gens parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et la domination des groupes reste parce qu'on choisit les dominants parce qu'ils sont dominants. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, bien sûr. Et donc voilà pourquoi ceux qui disent non, on ne veut pas de quotas, oui. Moindre mal, le quota. En fait, on ne veut pas de quotas parce qu'on veut rester dominant. Parce que très souvent, c'est les mêmes qui ne veulent pas de quotas. Il y a un point très important que vous développez aussi dans le livre et qui me paraît vraiment à souligner, c'est cette notion que j'appellerais de peur réciproque.
vous expliquez assez bien comment finalement les non-blancs ont peur des blancs et les blancs des non-blancs. On a reparlé tout à l'heure de l'épisode de la capuche, de cette peur de la révolte, finalement. Et puis à l'inverse, les non-blancs qui se disent je suis menacé par les blancs parce que je peux perdre ceci, je peux perdre mon travail, je peux perdre cela. J'aimerais bien que vous développiez ça, parce que c'est contre ça qu'il faut lutter. Oui, mais en fait, c'est vrai que depuis que je suis enfant, en tout cas, j'ai remarqué que souvent, le corps noir faisait peur. Souvent, le corps de l'homme noir faisait peur. Et c'est lié à l'histoire. C'est-à-dire que ce corps peut se révolter, et s'il se révolte, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ça, en fait, c'est cette peur. Mais en même temps, les non-blancs, ils ont peur des institutions. C'est-à-dire que si vous dénoncez, vous savez ce qui va se passer, ce qu'on va vous faire payer le prix. Je vous ai raconté Nelson Mandela, Martin Luther King, mais à des degrés moindres, on va vous le faire payer parce que tout d'un coup, vous revendiquez un changement. Vous mettez à nu des injustices. Et parfois, effectivement, il y a des personnes qui ont été éduquées que d'autres restent à leur place et ne disent rien. C'est comme la violence faite aux femmes. En règle générale, ça se passe comment? C'est-à-dire que lorsqu'une femme va dénoncer certaines injustices, lorsqu'elle va vouloir s'émanciper, en fait, pour qu'elle reste à sa place, on va la violenter. C'est exactement ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que lorsque vous avez le courage de dire certaines choses, mais le premier réflexe des gens, c'est se dire, mais de quoi il parle? Il devrait être content déjà de ce qu'on lui a donné. Moi, je le vois très bien, par exemple, juste pour venir à mon cas, dernièrement, il y a un article qui est sorti dans Le Monde, et c'était très intéressant parce qu'il y a un journaliste qui dit « Mais qu'est-ce qu'il veut, monsieur Thuram? Il est devenu joueur de foot, il est millionnaire grâce aux impôts des Blancs, d'accord? Et s'il est là, c'est grâce aux Blancs. » C'était dans Le Monde, ça? Non, c'était pas dans Le Monde. C'est un journaliste qui a répondu sur Twitter. Ah oui. C'est un article que j'avais fait dans Le Monde. Ah oui, qui vous répondait, d'accord. Ouais, qui me répondait. C'était très intéressant. Pourquoi? Ça cachait l'idée, c'est que tu es ce que tu es grâce à nous. Grâce à nous, absolument. Mais en fait, c'est l'histoire qu'on raconte. C'est-à-dire que l'histoire qu'on raconte de l'esclavage, c'est qu'en fait, il y avait l'esclavage et la France a aboli l'esclavage. C'est-à-dire, lorsque vous allez à Nantes, il y a un mémorial. Le mémorial s'appelle Mémorial des abolitions. Ça veut dire que ce n'est pas l'histoire de l'esclavage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté des gens qui sont bons et d'autres qui devraient les remercier. Et donc, vous voyez, je pense que tant que nous ne sommes pas sortis de ces schémas, il y a des gens qui sont illégitimes. On va les délégitimer. C'est-à-dire que vous pouvez être noir depuis des générations en France, mais vous êtes vu comme pas tout à fait un vrai Français. Parce qu'on construit l'idée que la France, avant tout, est blanche. Vous pouvez être d'une certaine religion, mais on va vous délégitimer, parce qu'en France, on va vous rappeler que la France a une certaine religion. Et donc l'idée, c'est comment nous pouvons arrêter en fait ce discours et agrandir le groupe. Et moi, je reste persuadé que pour agrandir ce groupe, il faut casser ces barrières identités liées à la couleur de peau pour revenir à l'essentiel. Nous sommes des êtres humains, avant tout. Mais vous savez, depuis des siècles, ceux qui sont discriminés rappellent toujours ça. Nous sommes des êtres humains avant tout, et certains veulent renvoyer à la catégorie. Et vous dites d'ailleurs que pour casser ça, pour adopter ce que vous appelez la bonne attitude, mais finalement, il faut déculpabiliser, il faut quitter une position de neutralité qui vous a souvent choqué, je crois, déjà au foot, si j'ai bonne mémoire, et puis dans la vie de tous les jours, une forme d'indifférence aussi des Blancs vis-à-vis des agressions dont les non-Blancs sont victimes. Effectivement, vous savez, lorsque j'étais joueur de foot, et parfois dans les stades, certains supporters faisaient des bruits de singe ou insultaient les personnes de couleur noire. Et après le match, j'étais très énervé, je voulais parler à la presse, et autour de moi, il y avait une certaine incompréhension. Mes dirigeants, ils me disaient non, mais là, c'est pas grave. Ou j'avais des amis, joueurs, qui venaient me taper sur l'épaule en me disant ouais, Lilian, c'est pas grave, laisse tomber. En fait,
ces personnes ne se rendent pas compte de la violence de dire que ce n'est pas grave. Si ce n'est pas grave, on peut continuer. C'est ça, en fait. Et surtout, vous pensez être neutre dans cette histoire. C'est-à-dire, moi, j'y suis pour rien. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un problème de racisme dans le foot, très souvent, les journalistes vont voir la personne victime du racisme en disant « Monsieur Thuram, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ?» Et moi, très souvent, je leur disais « Mais attendez, c'est pas moi, il faut poser la question. Posez la question aux joueurs blancs et demandez-leur pourquoi ils ne réagissent pas. Parce que c'est pas moi qui peux trouver la solution. » Et très souvent, on demande aux gens victimes de trouver la solution. Et je trouve que c'est une très grande hypocrisie. Et l'idée, c'est vraiment dire aux gens, il faut arrêter de se positionner en tant que blanc ou en tant que noir ou en tant qu'autre. Il faut se positionner en tant qu'être humain. Mais c'est très compliqué parce qu'effectivement, depuis des siècles, nous sommes éduqués à être dans des catégories. Et c'est très compliqué de sortir de ces catégories, parce que sortir de ces catégories aussi, c'est quelque part perdre des avantages. Voilà. Alors il y a beaucoup de questions sur le chat, là on va vous en citer quelques-unes tous les deux. Il y a une personne qui dit « Je trouve dommage de parler de blanc et de non-blanc, ce qui laisse encore la suprématie aux blancs, et je suis dans la catégorie blanche. » J'ajoute cette... C'est vrai que... Non, mais ça, c'est une vraie... cette personne a raison. Parce que même dans l'écriture du livre, je me suis posé la question. Voilà, c'est-à-dire que la norme, il y a les blancs et les non-blancs. Mais je n'ai pas trouvé la bonne formule pour me faire comprendre le plus facilement. S'il n'y a ni blanc ni noir, pourquoi et comment faire des statistiques ethniques? De fait, les humains ne sont pas noirs ou blancs de peau, mais marrons ou beiges et leurs nuances. Ben en fait, ça aussi, c'est très intéressant. Mais vous savez, pour sortir des catégories, il faut prendre conscience déjà que nous sommes dans des catégories. Ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes, et nous sommes en France, d'ailleurs, l'État tient ce discours, nous ne voyons pas les couleurs. Donc si nous ne voyons pas les couleurs, nous ne voyons pas les problèmes. Et donc non, pour sortir des problèmes, il faut analyser les problèmes. Et pour analyser les problèmes, il faut les identifier. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Clair. Exactement. On a quelquefois tendance à le faire. Alors une autre question, à son tour, le corps blanc ne fait-il pas peur en Afrique ? Non, le corps blanc ne fait pas peur en Afrique. Parce qu'en règle générale, le corps blanc, c'est celui qui possède. C'est celui qui est la norme, c'est celui qui est riche. Le corps blanc ne fait pas peur en Afrique. C'est-à-dire que cette hiérarchie, cette supériorité prétendue de la race blanche, encore une fois, c'est une éducation monde. Parce que les pays occidentaux, malheureusement, ont colonisé le monde entier. Et donc ce discours-là existe un peu partout. Et la vraie difficulté, je pense aujourd'hui, c'est qu'on commence à questionner le corps blanc. Avant, ce n'était pas le cas. Et je pense que c'est pour cela qu'il y a des gens qui sont en grande difficulté. D'ailleurs, lorsque certaines personnes entendent blanc ou blanche, ils sont déjà en panique. Il y a des gens qui sont crispés. Alors que, par exemple, moi, depuis jeune, j'entends que je suis noir. Pire encore, souvent j'entends « vous les noirs ». Ouais, mais vous les noirs, vous êtes très forts, mais vous êtes un peu nonchalants. Et donc, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une période où, effectivement, on questionne qu'est-ce que c'est le blanc, le corps blanc, l'histoire liée à la couleur de la peau. Et je pense qu'effectivement, ça déstabilise beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude. Alors dans votre livre, vous mettez en avant quelques belles figures de gens qui se sont posés des questions à temps, j'ai envie de dire, qui n'ont peut-être pas été écoutés comme il fallait. Je pense à Las Casas avec les Indiens, Raynal avec la traite des Noirs, justement, et puis Clémenceau, sur ce côté-là, sur la colonisation. Donc c'est intéressant de voir dans l'histoire qu'il y a eu aussi des prises de conscience qui ont existé de tout temps. Et vous les mettez un peu... Alors des fois, je pense aussi plus récemment à Goldberg, en Afrique du Sud, qui était avec Nelson Mandela, enfin, lui étant blanc. Voilà, enfin, je veux dire, il y a des blancs qui se sont posés des questions. Toujours. Ce qui est très important à dire,
c'est qu'en fait, de tout temps, il y a toujours eu des personnes dites blanches qui ont refusé la blanchité de l'époque. Mais pourquoi? Parce qu'en règle générale, ces personnes ont compris que l'esclavage n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes. La colonisation n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes. C'est avant tout un système économique. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Et tout système économique construit un discours pour légitimer la violence. Et avec ce livre, d'ailleurs, je tire le fil pour qu'on puisse se questionner sur le système économique d'aujourd'hui, qui crée un discours et qui crée aussi des divisions. Et je dis qu'il est... Au Niger et tout ça. Enfin, bien sûr, richesse africaine. Même aujourd'hui ici, c'est-à-dire que dans notre pays, il y a certains politiques qui renvoient les gens à l'affrontement sur des critères qui n'ont pas de sens. C'est juste dire que le racisme, c'est un leurre. Ce que nous devons faire, c'est mettre au centre de l'idéologie politique le partage des richesses et surtout la solidarité. Parce que, encore une fois, il y a des systèmes économiques d'une cupidité, d'une violence totale, où on a le droit de faire de l'argent sans respecter l'être humain. Et ce sont ces systèmes-là qui font dénoncer. D'ailleurs, il existe aussi, y compris en Afrique, enfin, dans l'esclavage, aussi des esclavagistes noirs. Et en Afrique aujourd'hui, il y a des combats économiques qui mettent des populations de la même couleur, qui n'est pas forcément blanche, les uns contre les autres. Exactement. D'où en fait la vraie réflexion, c'est la cupidité du système économique qui met en danger l'être humain, parce que effectivement cette cupidité du système économique met en danger notre survie sur cette planète. C'est-à-dire le réchauffement climatique, c'est pour tout le monde. Il y a des millions d'êtres humains aujourd'hui dans le monde qui vivent dans des camps de réfugiés. Mais ce sont des volontés politiques. Je veux dire, les choses ne se font pas naturellement. Ce sont des choix politiques que nous devons questionner, comme certains ont dû questionner l'esclavage, ont dû questionner la colonisation. Par exemple, vous savez, très souvent, on a du mal à parler de la décolonisation, la colonisation en France. Je pense qu'il est important que les décolonisations, mais c'est une victoire pour l'humanité. C'est une victoire pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce n'est pas une défaite de la France, c'est une victoire pour l'humanité. Je pense que c'est selon le point de vue. Voilà pourquoi je pense qu'il est très facile en fait de parler de ces choses-là. Peut-être avant de se quitter, je voudrais que vous disiez un mot de quelqu'un qui est la personne que vous citez le plus dans votre ouvrage. Je ne sais pas si... Non, moi, je me suis amusé à regarder toutes les signes. Vous citez beaucoup de gens. Alors, la personne que vous citez le plus, c'est Achille Mbembe. Mbembe. C'est vrai? Oui, c'est lui. C'est donc ce philosophe camerounais. Ouais. Et en particulier, un de ses ouvrages qui est La politique de l'inimitié. Et une expression qui m'a beaucoup frappé venant de lui, c'est ce trouble désir d'apartheid. Vous pouvez nous dire quelques mots de lui et je crois que vous le connaissez. Oui, en fait, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Vous savez, je pense que chacun de nous, trop souvent, on oublie qu'on ne se fait pas tout seul. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui vous éduquent intellectuellement. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, a une vision que je partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette volonté de séparation. Mais cette idée de séparation est extrêmement grave parce que ça construit l'idée qu'on pourrait se satisfaire à soi-même, c'est-à-dire individuellement et en tant que groupe. Ça veut dire que les Français voudraient se séparer des autres, les Américains. Mais le danger, c'est que chacun de nous, on nous invite à croire que nous pouvons être seuls. Et je pense que c'est le système économique qui le veut, parce que le système économique a besoin d'une chose, des consommateurs. Que de ça. Et donc, il faut combattre ce système économique pour construire une communauté, se reconstruire des liens, et parce qu'en fait, vous savez, l'époque qu'on vit est dramatique en fait, parce que ça va dans un sens très négatif. C'est la distanciation sociale. Il faut rappeler que nous sommes des êtres de lien, que nous avons besoin de vivre ensemble et que l'espèce humaine a pu survivre parce que, dès le départ,
on ne peut pas faire sans l'autre. On n'existe pas sans l'autre. Et donc, il faut revenir à cette notion et à reconstruire ces liens et lutter contre cette envie de séparation. D'ailleurs, dans le vocabulaire politique, en France, aujourd'hui, il y a ce terme-là qui, petit à petit, prend trop d'espace, le séparatisme. Et en règle générale, qui se sépare de qui ? Ce n'est pas les plus pauvres qui veulent se séparer, jamais. Non, mais c'est très important, parce qu'on donne toujours l'impression que ce sont les plus pauvres qui voudraient se séparer. Non, ce n'est pas les plus pauvres qui veulent se séparer. Merci beaucoup, Lilian Thuram. Je voudrais me faire l'interprète de beaucoup de nos participants, là, qui, via le chat, vous expriment aussi leurs remerciements pour la clarté de vos propos, pour la documentation aussi de vos propos. J'ai l'impression que plusieurs d'entre eux ont déjà lu La Pensée blanche. Et vraiment pour tout ça, merci beaucoup. Merci infiniment. Moi, j'aurais voulu, avant qu'on se sépare, que vous fassiez juste un commentaire sur 2 mots que vous utilisez aussi dans ce livre, qui est l'Ubuntu, le Tikiansa, si je le prononce bien. Ah oui. Un peu difficile. Mais dans le livre, je termine en disant que le jeu, c'est nous. Le jeu, c'est nous. En fait, c'est ça, en fait. On ne se fait pas sans les autres. Et ça, il y a des civilisations qui se sont développées là-dessus. Et l'espèce humaine s'est développée sur ce concept-là. C'est-à-dire que on ne se fait pas seul. Et le nous est la chose la plus importante. Et parfois, on voudrait nous le faire oublier. On voudrait nous le faire oublier parce que lorsque vous regardez votre vie, votre journée, ben vous ne pouvez pas faire. Hein. Moi, je suis arrivé ici parce qu'il y a un taxi qui m'a emmené. Hein. Rien que ça. Nous pouvons discuter de ces sujets parce que nous sommes plusieurs. Il y a des gens qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'en fait, le nous, on ne peut pas y échapper. Et donc, le jeu, c'est nous. Voilà. Merci encore.